Et ben alors Bluetopia, c'est la contraction de blue, la couleur de l'océan, et Utopia, l'utopie. Donc l'utopie d'un océan sans plastique au début. Aujourd'hui, comme on a élargi nos sujets de recherche par rapport à l'océan, c'est l'utopie d'un océan sans pollution. Mallory et Julien, bonjour. Bonjour. Vous êtes les fondateurs de Bluetopia. Et je ne vais pas en présenter davantage, je vais vous laisser présenter cette association vous-même avec vos mots. Parfait, bah c'est parti. Bluetopia, c'est une association qui est basée à La Rochelle et qui encourage les citoyens et les citoyennes à agir pour protéger l'océan. Et du coup, on a différentes actions. Donc l'action principale de Bluetopia, c'est de réaliser des documentaires. Donc le premier documentaire, c'était une série de 4 épisodes sur les solutions à la pollution plastique en Asie du Sud-Est. Et là, on prépare notre prochain documentaire qui sortira en septembre 2022 sur les liens entre notre alimentation et l'océan. Et autour des documentaires justement pour les distribuer et qui touchent le plus de monde, on lance des expos photos dans des cadres en plastique recyclé. On organise des événements grand public ouverts à toutes et tous, des projections au niveau des établissements scolaires, au niveau des écoles. Et pour avoir une activité on va dire régulière tout au long de l'année, Mallory écrit toutes les 2 semaines une newsletter où elle décortique un problème et elle apporte des solutions concrètes qu'on peut toutes et tous mettre en place. Donc un sujet, l'océan, plusieurs moyens plutôt créatifs pour sensibiliser les gens autour de ça, et un camp de base, La Rochelle. La première question, c'est pourquoi, enfin la deuxième question du coup, c'est pourquoi vous vous intéressez particulièrement à l'océan? C'est un truc que vous avez en vue depuis toujours? C'est un sujet d'actu? Ouais, c'est vraiment notre histoire et notre expérience personnelle. Moi, j'ai grandi ici à La Rochelle, donc toujours été très proche de l'océan et de l'océan Atlantique. J'ai fait beaucoup de surf quand j'étais au collège et au lycée, et puis ensuite Julien m'a formé à la plongée, puisque lui, il est devenu instructeur de plongée sous-marine. Et du coup, grâce à lui, je suis devenue guide de plongée sous-marine. Donc on a passé énormément de temps sur l'océan et sous l'océan. Et puis on s'est rendu compte que c'était incroyable, qu'il y avait des merveilles à protéger, mais qu'il y avait aussi plein de problèmes qui menaçaient l'océan. Et qu'il fallait s'y attaquer rapidement si on voulait pouvoir continuer à voir tout ce qu'on a pu voir dans l'océan. Ouais, donc Malo a quasiment tout dit, voilà. On a passé énormément de temps sous l'eau. Moi, en étant instructeur de plongée, j'ai eu la chance de travailler en Sardaigne et 1 an aux Maldives. Et c'est surtout durant cette année aux Maldives, voilà, on vit sur une toute petite île, donc on se rend très vite compte des impacts que peuvent avoir par exemple nos déchets. Et en rentrant des Maldives, on s'est posé pas mal de questions. On a agi à notre échelle en devenant vegan et on s'est lancé dans le zéro déchet. Et puis on s'est dit que si on n'était que tous les deux à agir, ça ne servait pas à grand chose. Et c'est pour ça qu'on a créé Bluetopia pour essayer d'apporter un maximum de personnes avec nous. Donc vous avez un rapport, ce que j'entends c'est que c'est un rapport quasi charnel avec l'océan, la mer. Là-dessus, c'est quoi le plus grand, qu'est-ce qu'il y a absolument à savoir sur l'océan dans le contexte de crise avec un S qu'on connaît actuellement? Quel est l'info, le chiffre numéro 1 que vous donneriez sur l'océan? Bah alors là, comme ça, j'ai pas forcément... Moi je dirais 0, c'est-à-dire que nos connaissances sur l'océan sont quasiment infimes, quoi. On connaît quasiment rien de l'océan, on a exploré une toute petite partie de l'océan et on a encore beaucoup à apprendre. Et au-delà d'un chiffre, je dirais simplement qu'une des raisons, parce qu'on s'est très vite rendu compte depuis qu'on a créé Bluetopia, que tant que ça ne touche pas directement les gens, tant que le problème n'est pas à leur porte, l'action elle est beaucoup plus lente, en tout cas elle est beaucoup moins forte. Et donc tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'une grande partie des traitements, surtout avec le contexte actuel, une grande partie des traitements, des médicaments qu'on utilise aujourd'hui et qu'on a aujourd'hui, puisent leur inspiration dans l'océan. En étudiant toute cette biodiversité, tout cet écosystème marin dans l'océan, on arrive à trouver des traitements, que ce soit au cancer ou dans différentes maladies. Donc c'est une des raisons parmi des milliers d'autres pour lesquelles il faut vraiment absolument préserver l'océan, parce qu'il est garant de notre santé. Source de richesse, quoi. Exactement, source d'inspiration. Source d'inspiration, tiens, source d'inspiration pour vous c'est le cas puisque vous créez des documentaires à partir de ça. Est-ce que vous voulez nous en dire un mot de ces documentaires thématiques Ouais, le premier documentaire qu'on a réalisé, c'était en fait une série documentaire sur les solutions à la pollution plastique, et il y a eu 4 épisodes. Donc, le premier c'était collecter les déchets plastiques, le deuxième les revaloriser, parce qu'une fois qu'on les a collectés, il faut bien en faire quelque chose. Le troisième, réduire, parce qu'en fait on se rend compte que revaloriser, recycler, upcycler, peu importe comment on l'appelle, ça demande de l'énergie, du temps, des infrastructures, que ça coûte très cher, et qu'au final la seule solution viable sur le long terme, c'est de réduire notre production et notre consommation de déchets plastiques, notamment à usage unique. Et le quatrième épisode, éduquer, qu'on appellerait plutôt transmettre aujourd'hui, donc transmettre les bons messages,
et toutes les solutions qui existent, donc ces trois-là, collecter, revaloriser et réduire pour que tout le monde puisse agir contre la pollution plastique dans l'océan. Et on les retrouve sur votre site internet? Non, ils sont disponibles, alors on peut y accéder depuis notre site internet, mais ils sont disponibles sur imagotv.fr, donc la plateforme vidéo de la transition. On y trouve aussi des podcasts et c'est un peu pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore le Netflix gratuit de la transition. La solution numéro 1, c'est le zéro déchet. Et en introduction, vous avez dit que vous commenciez à tendre, peut-être même que vous avez réussi votre transition vers le zéro déchet. C'est facile, c'est quoi, si vous aviez un conseil à donner pour franchir le premier pas aux gens qui nous écoutent, ce serait quoi? Alors, je commencerai par préciser que le zéro déchet, c'est l'action numéro 1, disons que c'est peut-être l'action la plus tangible et celle à laquelle on pense en premier quand on a envie d'agir pour l'océan. On se dit ok, qu'est-ce qu'il y a autour de chez moi? Les déchets, ma poubelle, je vais essayer de réduire cette quantité-là. Après, je pense que le zéro déchet n'est pas la solution qui a en tout cas le plus d'impact et qui fait le plus la différence au niveau de l'océan. Je pense qu'il faudrait plutôt revoir notre manière de nous transporter. De nous déplacer ou de transporter des marchandises. Voilà, donc revoir la manière dont on se déplace, revoir la manière dont on utilise l'énergie, tendre vers une sobriété énergétique. Et surtout, je pense que la solution, en tout cas, le secteur où on peut avoir l'impact le plus important, c'est au niveau de notre alimentation. Voilà, ce qu'on met dans notre assiette a un impact direct et il peut être moins, mais surtout très dévastateur sur l'océan, et donc c'est un des secteurs sur lesquels on peut agir, parce que voilà, s'alimenter, on le fait 2 à 3 fois par jour, et donc forcément si on s'y met toutes et tous, ça peut avoir des répercussions énormes. Et pour répondre à ta question, parce que là on est un peu dévié, pour ce qui est du zéro déchet, nous en 2018 on s'est lancé dans le zéro déchet, on y a été peut-être un peu trop fort. Et voilà, depuis un peu plus de 3 ans avec Boutopia, on s'est rendu compte qu'il y avait différentes actions et qu'il y avait une certaine hiérarchie dans leur impact. Et du coup, on a un peu mis le curseur, on a poussé le curseur au niveau de l'alimentation et du transport. Parce que depuis l'autre confort, on a décidé de ne plus prendre l'avion. Et au niveau du zéro déchet, on doit l'avouer, on a diminué le curseur, on se met un peu moins la pression. Et donc honnêtement, voilà, on génère un petit peu de déchets, même si c'est beaucoup moins que la moyenne, parce que notre poubelle de non recyclable tient encore dans un bocal. J'imagine que les enjeux, même s'il y a des enjeux communs, mais ils sont un petit peu différents d'un littoral à un autre. C'est quoi la spécificité du littoral rochelais? Oui, il y a une chose qui est importante ici et que les gens ne savent pas, c'est qu'on a des dauphins au large de nos côtes. On a souvent l'impression qu'en fait ils sont à l'autre bout du monde, qu'il faut aller aux Maldives où Julien est instructeur de plongée ou sur des îles paradisiaques pour en voir. En fait, il y en a vraiment à côté de chez nous. Sauf qu'on est en train de détruire toutes les populations de dauphins, notamment à cause de la pêche au bar qui se fait sur des gros chaluts qui attrapent tout sur leur passage avec des très grands filets. Et en fait, les dauphins sont pris au piège dans ces filets-là. Ils sont relâchés en mer, mais en fait, ils sont en très mauvais état et ils sont parfois même déjà morts. Et ils finissent sur les plages à une certaine période de l'année. On en retrouve énormément sur toutes les plages du littoral et notamment sur le golfe de Gascogne. Donc ça, c'est une spécificité qu'on connaît mal et que Sea Shepherd essaye de mettre en avant avec sa campagne Dolphin Bycatch. Et notamment, ils viennent de temps en temps avec des cadavres de dauphins sur le bord pour montrer aux gens voilà ce qu'on retrouve nous au large de chez nous, parce que on mange du poisson et qu'on est bien content d'en trouver sur nos étals. C'est pas un drame exotique, quoi. Ça se passe sur nos côtes, juste derrière nous là. Exactement. Il y a des zones naturelles protégées ici, non, dans l'océan, non? Alors là tu nous poses une colle. Bon, allez, question suivante. Donc, vous faites des documentaires, moi j'ai entendu parler aussi de festivals. Ouais. C'est quand? C'est qui est invité? Combien de personnes? Qu'est-ce que vous faites dans ces festivals? Donc le premier festival, voilà, il a eu lieu le 3 octobre 2020, donc c'était au Cabane Urbaine, donc au Minime, anciennement The Roof pour les plus anciens, les plus âgés qui nous regardent. Et du coup, il y avait toute une journée où dans cette journée-là, en fait, on reprenait les 4 piliers pour lutter contre la pollution plastique. Donc on a fait une collecte des déchets. Après, tout l'après-midi, il y avait également des bénévoles qui ont recensé, trié et classé tous les déchets. On fait une œuvre d'art avec. On fait une œuvre d'art en plus, exactement. Bien vu. On avait invité une dizaine de marques qui proposent des solutions très très concrètes pour réduire sa consommation de plastique. Donc ça allait de cosmétiques solides à des maillots de bain en filet de pêche recyclés, à des accessoires zéro déchet type lunchbox, gourde, à des culottes menstruelles. Donc voilà, on avait invité tout un panel de marques pour que les gens voient ce qui est possible de faire. Et on avait clôturé la journée avec justement la diffusion en avant-première de l'épisode 4 de la série L'autre confort.
qui s'appelle donc Éduquer, mais qu'on aurait appelé Transmettre si on sortait l'épisode aujourd'hui. Et avec une table ronde, donc il y avait Valérie Amand de The Sea Cleaners, Clément Molavé de Opal, donc qui font des vêtements recyclés et locaux, et Edgar Dussacre, le cofondateur de l'association For Peace, Shores and Seas. C'est pas le plus simple, mais voilà. Pas évident à dire truc comme IDS entre ouais, Et petit point important lors de ce festival qui nous tenait très à cœur, l'alimentation lors du festival était végétale et zéro déchet. Donc, voilà. Et l'idée des festivals, c'est de, justement, pour répondre à ta question, j'ai anticipé, c'est de faire un festival à chaque fois qu'on va sortir un documentaire. Donc le prochain documentaire, ce sera sur l'alimentation, les liens entre alimentation et océan. Et donc si tout va bien, en septembre 2022, il y aura un deuxième festival à La Rochelle sur l'alimentation. On a hâte parce que c'est un sujet qui est hyper intéressant. Ouais. Comment réagissent les gens quand ils viennent voir dans ce festival? Alors les retours étaient plutôt très bons lors de l'avant-première de l'autre confort. Donc après on va pas se mentir, c'est quand même très difficile de mesurer en tout cas l'impact qu'on peut avoir, c'est-à-dire que les gens qui regardent le documentaire, on échange un petit peu à la fin avec eux, ils nous disent ok ouais très bien, c'est vrai, il faut agir, on a les solutions. Après est-ce qu'ils le font, est-ce qu'ils le font pas, c'est difficile à mesurer. Est-ce qu'ils avaient conscience ou est-ce qu'en voyant le documentaire ils disent ah j'avais pas du tout conscience de la pollution, on exploite les ressources? Je pense que ça dépend vraiment des personnes. On a eu autant des lycéens et lycéennes qui venaient de Saint-Germain-en-Laye et qui étaient là pour une projection il y a quelques semaines et qui étaient impressionnés par l'impact qu'on pouvait avoir en tant que citoyen et citoyenne avec ce qu'on consomme. Autant on peut avoir des personnes qui sont déjà très engagées, qui sont au courant, qui viennent, que ça va remotiver, à qui ça va donner un peu du baume au cœur de voir du positif, parce que ce qu'on n'a pas vraiment dit depuis le début, c'est que quand même tous nos documentaires ils sont positifs et on montre des solutions concrètes pour pouvoir agir et pas seulement les problèmes et la pollution et toutes les choses négatives qu'on connaît déjà tous et toutes à peu près. Mais oui, ça dépend des personnes. Je pense que notre gros défi aujourd'hui c'est de toucher vraiment celles qui ne sont pas encore sensibilisées et qui ne connaissent pas encore très bien les problèmes et surtout les solutions qui existent pour les. Après ça dépend aussi des sujets. Je pense qu'aujourd'hui, en 2021, à l'époque même en 2020, il est difficile d'ignorer les impacts de la pollution plastique. Je pense qu'aujourd'hui, tous les médias, que ce soit les médias un peu plus engagés, même traditionnels, tout le monde en parle, tout le monde a conscience qu'il faut réduire sa consommation de plastique. Donc à ce sujet-là, je pense que les gens en ont conscience et ils agissent. Sans doute pas assez, ça c'est très clair. Pour le coup, je pense que notre documentaire sur l'alimentation, il y aura un peu plus, on va apporter un peu plus de connaissances. En tout cas, les gens vont découvrir les impacts. Je pense que là, il y a pas mal de choses à faire et à dire au niveau de l'alimentation. Ouais, et puis Julien l'a dit tout à l'heure, chaque semaine maintenant, une fois toutes les 2 semaines, j'écris une newsletter qui traite différents sujets, donc ça peut être autant le plastique que l'alimentation, mais plein d'autres sujets. Et récemment, j'ai parlé de la pollution sonore et de la pollution lumineuse. Et là, c'est des sujets qui ont fait beaucoup réagir les gens et qui me disaient, en fait, j'avais aucune idée que ça pouvait avoir un impact sur la vie marine. Donc ça dépend vraiment de ce dont on parle et des sujets qui sont plus ou moins médiatisés déjà aujourd'hui. Documentaire, festival, newsletter, vous avez d'autres outils pour sensibiliser les gens? Les expos photos, donc c'est tout nouveau, hein. C'est un projet en fait qu'on a lancé en avril 2021, donc après 1 an et demi de recherche et développement, donc avec Le Pavé qui est une entreprise en région parisienne qui récupère des déchets plastiques donc déjà traités, déjà broyés et qui en fait des plaques, donc c'est un éco-matériau, et avec donc PopFrame qui est un encadreur sur mesure. Donc en fait l'idée, nous derrière ce projet, c'est d'apporter un bout d'océan chez les gens, donc une photo d'océan, et cette photo-là est encadrée dans des cadres en plastique recyclé. Et donc ça permet d'émerveiller les gens, de voir l'océan tous les jours, pour leur donner envie d'agir. Et accessoirement, ça permet de revaloriser... Vive La Rochelle. Voilà, ouais. C'est une expo qui fonctionne, qui plaît déjà. Et donc voilà, j'allais finir en disant qu'accessoirement ça permet de revaloriser 800 grammes de déchets plastiques. Et donc ça permet en quelque sorte de les emprisonner et de s'assurer qu'ils ne finiront pas dans l'océan. On pourra s'en procurer pour mettre chez soi ou pas? Ouais, alors ils vont être disponibles à la vente à partir d'octobre sur le site de PopFrame et ensuite chez d'autres revendeurs. Et l'idée avec ces cadres, c'est après de pouvoir faire des expos photos, mais des vraies expos photos que nous on va créer avec des photos qu'on aura prises pendant les tournages des documentaires et des textes qu'on aura écrits pour expliquer aux gens ce qu'on a vu pendant les documentaires. Et donc la toute première expo photo, ce sera sur l'alimentation en même temps que la sortie du prochain documentaire. Et allez, je me blâme d'avance.
je vous pousse à la consommation pour Noël, mais ça fait un très bon cadeau de Noël. Et ça, je dis rien. C'est noté, c'est votre petite économie circulaire. Voilà, exactement. Ça, c'est très bien. C'est quoi les coups d'après pour vous? Vos envies, s'il n'y en a pas de programmé? Ou peut-être déjà développer, continuer à faire ce que vous avez à faire, c'est très bien. Ouais, non, disons que ça change un peu tous les jours et même, peut-être pas tous les jours, mais toutes les semaines. Là, on a vraiment envie de passer beaucoup plus de temps dans l'océan. Donc là, on va se concentrer sur l'alimentation, où forcément ça se passe pas mal en terre et aussi un petit peu en mer par rapport à la pêche. Mais ensuite, pour le prochain documentaire, on aimerait bien se mettre à la voile, apprendre à naviguer et ensuite, pourquoi pas faire un documentaire un peu plus au large ou faire un documentaire sur justement les transports maritimes et du coup faire une transat en voilier. On a plusieurs sujets. Oui, en voilier toujours. Sans prendre l'avion, mais oui, on a plusieurs sujets. Les transports, mais il y a aussi les énergies et il y a aussi toute la question des éoliennes offshore par exemple. On pourrait aussi partir en voilier, voir ce qui se passe et quel impact ça a sur la biodiversité marine parce qu'on en parle beaucoup comme une solution pour répondre à tous les enjeux du climat, mais en fait c'est peut-être pas forcément la meilleure solution à mettre en place aujourd'hui. Très égoïstement, je vous invite à y aller parce que j'ai envie de savoir ce que ça donne. C'est un documentaire, c'est une commande. Mais en fait, l'ambition c'est qu'on puisse à terme faire un documentaire par an, avec un festival par an, une expo photo par an, et puis ce sera déjà pas mal. Et il y a même un dernier outil dont on n'a pas parlé et qu'on va développer là pour le prochain documentaire, c'est le podcast. En fait, on s'est rendu compte pendant le tournage du premier documentaire qu'on avait rencontré plus de 60 initiatives, une centaine de personnes, parce que parfois il y en avait plusieurs par initiative, et en fait c'était très frustrant de ne mettre que certaines personnes déjà dans le documentaire, et en plus des tout petits passages de ce qu'elles nous ont dit, alors que c'était très riche et que toutes les conversations qu'on a eues c'était passionnant. Et on s'est dit là pour ce prochain documentaire on va rencontrer déjà moins de gens parce que c'était une erreur qu'on a faite. On a appris à dire non. Et ces personnes-là, on aimerait qu'elles aient la parole et que tout ce qu'elles disent se soit transmis, et du coup ce sera le cas via un podcast qu'on va lancer en mars l'année prochaine. C'est quoi votre petit coin d'océan où vous êtes bien, vous, sur Terre? Alors, mis à part exception juillet-août, on va très souvent sur l'île de Ré. Parce que juillet-août, il y a beaucoup de monde et ça coûte très cher ces jours à chaque fois. Mais sinon, oui, on va très souvent sur l'île de Ré pour aller surfer. Ouais. En général, notre idéal de vie, ce serait qu'on puisse faire notre calendrier en fonction des marées et des vagues et qu'on aille surfer dès qu'il y a des vagues. Donc là, on travaille beaucoup parce qu'il n'y a pas de vagues depuis 2 semaines. Oui, c'est le même, on passe tout notre temps ensemble avec Julien. Notre passion en ce moment c'est le surf, et passer du temps dans l'océan, c'est là où on se sent bien, où on se sent vivant. Et ouais, il y a un spot sur l'île de Ré où on adore aller, où les vagues sont très longues et que je dévoilerai pas sinon il y aura trop de monde après. Quelle indignité. Avant la dernière question terrible qu'on a l'habitude de poser, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé et que vous voudriez ajouter? Peut-être que... non, tout simplement qu'il faut agir toutes et tous à son échelle, selon ses préférences, ses affinités. C'est pour ça que nous, chez Bluetopia, c'est un parti pris. Certains le critiquent, d'autres le félicitent. On n'a pas voulu se cantonner à un seul secteur, comme peuvent le faire beaucoup d'assos. C'est-à-dire que nous, notre sujet, c'est vraiment l'océan. Et on est convaincu qu'il y a 1001 solutions, des centaines de secteurs sur lesquels on peut agir. Transport, alimentation, mode, la manière dont on s'habille, les déchets, et donc c'est pour ça qu'on traite tous ces sujets-là. Donc à vous de trouver le sujet dans lequel vous êtes le plus à l'aise et agissez quoi. Ouais, et puis je rajouterais qu'on encourage souvent les gens à rester curieux et à se renseigner, à s'informer, à regarder des documentaires si c'est ce qu'ils aiment, à lire des rapports scientifiques, lire des livres, écouter des podcasts, peu importe ce qu'on préfère. Mais je pense que c'est en restant curieux et en se posant des questions qu'on arrive à faire les meilleurs choix derrière et au moins être aligné et être au courant de ce qui se passe. Rendez-vous sur bluetopia.fr pour trouver sa porte d'entrée. .org. On mettra l'URL. Oui, non, mais parce que vous vivez de votre passion quand même, ça c'est important aussi, parce que vous faites beaucoup d'activités, mais vous arrivez à en vivre. C'est possible ou pas? Tout doucement, là, c'est la 4e année. Donc donc en gros on a fait 3 ans de bénévolat, pour être totalement transparent parce qu'on n'a rien à cacher. Donc le premier documentaire, c'était 4 épisodes. Le budget était d'environ 15 000 € et ces 15 000 € ont simplement permis
d'acheter le matériel vidéo et de nous défrayer pour ce qui est du transport et de l'alimentation. Donc on n'a pas été rémunéré pour ce documentaire-là. Là pour le deuxième ça change parce que déjà le budget, on va chercher beaucoup plus de financement, on est beaucoup plus ambitieux. Donc le budget idéal ce serait 100 000 €. Et évidemment, à 100 000 €, on aurait une véritable équipe, on serait 5 personnes pour le tournage. Et là, tout le monde serait rémunéré à sa juste valeur. Et là, nous, on commence tout doucement à être rémunéré, pas en tant que salarié, mais en tant que prestataire externe, donc prestataire ou externe, donc de manière ponctuelle. Parce que du coup, à côté de Bluetopia, on a créé Studio Plouf, qui est un studio de création de contenu, photo, vidéo, rédactionnel, avec lequel on accompagne des projets engagés, notamment des projets engagés qui se lancent en campagne de financement participatif, donc en crowdfunding. Et c'est comme ça qu'on arrive à remplir notre frigo et payer notre loyer pour le moment. Et l'idéal à terme, c'est de dégager tout notre temps pour Bluetopia et pour les documentaires et de déléguer tout ce qu'on fait en contenu pour les projets engagés à d'autres indépendants et indépendantes qui auraient plus de temps. La dernière question, c'est comment est-ce que vous résumeriez Bluetopia en un tweet ou une phrase? En une phrase, ça va. Si le tweet c'est presque 280, des gens tirent la tronche à chaque fois, ça peut être une phrase. Ah, j'ai cru que ça allait être un mot. En un mot, c'est oui. Bluetopia. Oui, bah non. Ah non, Tu veux lire pardon, d'où ça vient le Bluetopia? Et ben alors Bluetopia, c'est la contraction de blue, la couleur de l'océan, et Utopia, l'utopie. Donc l'utopie d'un océan sans plastique au début. Aujourd'hui, comme on a élargi le sujet de recherche par rapport à l'océan, c'est l'utopie d'un océan sans pollution. C'est un peu ce vers quoi on tend et ce vers quoi on a envie que les gens... ce en quoi on veut que les gens croient aussi, parce que même si c'est une utopie, on est persuadé qu'on peut s'en rapprocher en mettant en place toutes les actions qui existent, toutes les solutions qui existent pour le protéger. Et donc si Talia regarde cette vidéo, merci à elle, car c'est elle qui a trouvé le nom. Nous on avait Ocean et Utopia, et elle a dit... Ça faisait pas très bien. Ouais. Ah, c'est un métier marketing. Exactement. Et du coup, pour résumer Bluetopia en une phrase, ce serait seul on n'est qu'une goutte, ensemble on forme l'océan. Merci. La petite larmichette. C'est magnifique. Que tu remets à l'océan. Exactement. La petite goutte. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Thibaut. Merci.